Pékin marque la dernière escale de notre voyage. Capitale nationale depuis 800 ans et avec 22 millions d'habitants, elle est aujourd'hui à la fois tournée vers le futur, à l'image du développement spectaculaire du pays, mais héberge également les sites les plus énigmatiques de la Chine ancienne que nous allons prendre le temps de visiter. Et tout d'abord, la célèbre cité interdite. C'est probablement le site incontournable à visiter en Chine. Pendant 500 ans, elle fut la résidence de 24 empereurs des dynasties Ming et Qing jusqu'en 1911. Elle était alors une véritable petite ville en plein cœur de Pékin. Coupée de la vie extérieure, très peu de personnes y entraient ou en sortaient. Son nom provient donc du fait que son accès était strictement interdit à tout étranger. Sa construction commença en 1406 et nécessita près d'1 million d'ouvriers sur 14 années. La cité interdite couvre 74 hectares et comporte 980 bâtiments avec 9999 pièces selon la légende. En réalité, ce sont 8704 pièces qui ont été dénombrées d'après une étude menée en 1973. Le chiffre de 9999 s'explique par le fait que, selon la tradition, seules les divinités avaient le droit de construire un palais comprenant 10 000 pièces. Les hommes essayaient ainsi de se rapprocher aussi près que possible de leur idéal de perfection. Chez les Chinois, le chiffre 9 est symbole de longévité et le nombre 10 000 représente symboliquement l'infini. La cité interdite est divisée en deux parties. D'abord, la cour extérieure, qui constitue la partie officielle du palais où l'empereur exerçait son pouvoir suprême sur la nation. Composée de plusieurs pavillons, elle était destinée à recevoir les hautes personnalités pour les cérémonies officielles. La cour intérieure, quant à elle, se situe dans la partie nord. Également constituée de nombreux pavillons, elle était considérée comme l'espace privé de la famille royale, avec le bureau de l'empereur et plusieurs appartements privatifs. On remarquera également que les décorations des palais sont souvent peintes avec une forte dominance de jaune. Cette couleur est le symbole du pouvoir et de la royauté. Et comme à Suzhou, certains visiteurs s'amusent à se déguiser avec des costumes jaunes et rouges rappelant justement les vêtements portés par l'empereur. La cité interdite est considérée comme l'un des 5 plus grands palais du monde, avec le château de Versailles en France, le palais de Buckingham en Grande-Bretagne, la Maison Blanche aux États-Unis et le Kremlin en Russie. Autant dire qu'il faut prévoir quelques heures pour pouvoir la visiter. La place Tiananmen se trouve immédiatement au sud de la porte de la Paix Céleste de la cité impériale. C'est une immense place rectangulaire d'environ 880 mètres du nord au sud et 500 mètres de l'est à l'ouest, couvrant une superficie de plus de 40 hectares. Elle doit notamment sa célébrité aux nombreux événements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise, mais en dehors de Chine, la place est surtout tristement connue pour avoir été le centre des manifestations de 1989, demandant des réformes politiques et démocratiques et dénonçant la corruption. La place est entourée de monuments reflétant surtout la période communiste de l'histoire de Chine, avec le mausolée de Mao Tse-tung, le monument aux héros du peuple qui symbolise le triomphe du peuple communiste, le musée de la Révolution chinoise, le palais de l'Assemblée du peuple,
gens qui nous prenaient en photo. Sans oublier le portrait de Mao Tse-tung sur le fronton de la porte de la paix céleste qui rappelle que c'est du balcon de cette porte qu'il a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. À la nuit tombée, nous assistons à l'Opéra de Pékin. C'est un genre de spectacle un peu particulier, combinant musique, danse acrobatique, théâtre et costumes colorés. Il fait le récit d'histoires tirées du passé historique et du folklore chinois. La décoration de la scène est traditionnellement réduite à sa plus simple expression. Ici, les artistes sont les seuls points d'attention. Ils jouent la comédie, dansent, chantent et se combattent dans des mouvements qui sont plus symboliques que réalistes. Pour les Européens que nous sommes, le spectacle est plutôt déroutant. Il nous fait d'ailleurs davantage penser à un conte pour enfants. Comme dirait une célèbre expression, à consommer avec modération. Sur les 16 empereurs de la dynastie des Ming, 13 sont enterrés dans une nécropole à une 50aine de kilomètres au nord de Pékin. Une voie des esprits, dite aussi voie sacrée, donne accès au tombeau. Le portail central était réservé au passage des cercueils impériaux et tous les cortèges qui entraient sur le site pour offrir des sacrifices devaient passer par cette porte. Toute personne officielle habilitée à pénétrer dans la nécropole devait descendre de cheval, y compris l'empereur. La voie est bordée de chaque côté par une douzaine d'animaux de pierre et une demi-douzaine de statues militaires, ministres et officiels qu'il est encore possible d'admirer. Petit tour en pouce-pouce à présent dans le centre-ville historique de Pékin, le quartier des Hutong. Nous prenons place dans notre nacelle pour nous perdre dans les méandres des ruelles étroites. Les Hutong constituent un des symboles de Pékin avec une histoire de plus de 700 ans. Les maisons traditionnelles sont construites en lignes de briques qui s'ouvrent sur différentes cours carrées en gardant l'atmosphère d'un village. La plupart des vieux quartiers de Pékin ont été construits en joignant une cour à une autre, qui elle-même rejoignait une autre cour, et ainsi de suite pour créer la ville entière. Vestiges d'une architecture traditionnelle très répandue par le passé, les Hutong sont aujourd'hui en voie de disparition à cause de l'évolution urbaine de la ville de Pékin. Un trop long manque d'entretien et une inadéquation aux moyens modernes de transport ont justifié, aux yeux des autorités, la destruction ces dernières années de la plupart des ruelles pékinoises. Mais depuis 2016, la municipalité de Pékin a classé plusieurs de ces anciens quartiers dans un plan de protection et de rénovation urbaine pour faire valoir l'intérêt de ce patrimoine. En tout cas, s'y promener à vélo ou en pouce-pouce est un vrai plaisir. Classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987, la Grande Muraille de Chine fait partie des 7 merveilles du monde. Il était donc impensable qu'elle ne soit pas au programme de notre voyage. Pour l'apprécier, il faut prendre son courage à 2 mains, car elle est construite à flanc de montagne. Ça veut concrètement dire que ce n'est pas une promenade de santé, parce que ça grimpe vraiment beaucoup. Mais elle reste incontestablement l'une des plus belles et des plus impressionnantes constructions sur notre planète. Elle fut érigée il y a environ 2000 ans. Les travaux s'étendirent sur un siècle entier en entraînant la mort de 10 millions d'ouvriers. Certaines parties sont aujourd'hui en ruine ou ont carrément disparu,
mais elle continue d'attirer chaque année 15 à 16 millions de touristes venus des 4 coins du globe pour sa grandeur architecturale et les légendes qui l'entourent. Servant dans un premier temps de fortification pour se protéger des invasions de différents peuples dont les Mongols et les Mandchous, la Grande Muraille a subi de nombreuses extensions et réparations au fil des années. Au départ, il ne s'agissait que de quelques murs en terre tassée et non reliés entre eux. Ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle qu'ils furent réunifiés et recouverts par des briques et des dalles de pierre. Selon les rumeurs, il paraît que dans le mortier qui a servi à consolider la Grande Muraille de Chine, 3% des composants étaient en réalité du riz gluant. Mais d'autres bruits prétendent que des ossements humains, voire des corps d'hommes entiers, seraient enterrés à l'intérieur de la muraille. Cela renforcerait la structure et lui donnerait sa couleur blanche. On vient de se taper à peu près, allez, 500, 600, 700 marches. C'est dur, hein, ça grimpe très très fort parce que c'est en crête en fait. C'est la crête de la montagne. Et quand on voit le temps qu'on met et l'énergie qu'on met simplement à monter, on se dit que eux, quand ils ont dû monter avec des pierres et construire tout ça, ça a dû être un enfer. Et d'ailleurs, en fait, ils ont mis 2000 ans pour construire toute la Grande Muraille. Elle faisait 40 000 km au départ. Aujourd'hui, il en reste à peu près 6000 parce qu'il y a toute une partie qui a été faite en terre battue, ce qui fait qu'elles ont été détruites avec le temps. Mais tout le reste, là, celle qu'on voit en ce moment, elle date d'avant Jésus-Christ en fait. Ce n'est pas tout de monter, mais il faut aussi redescendre. Et là, attention aux genoux. Vous avez peut-être entendu dire que la muraille de Chine était visible de la Lune. Mais cette idée reçue est totalement fausse. En fait, elle n'est pas plus large qu'une autoroute. 5 à 7 mètres de large pour une hauteur de 5 à 17 mètres selon les portions. Elle n'en reste pas moins une bâtisse étonnante et incontournable quand on visite la Chine. L'ultime visite de notre voyage en Chine est consacrée au Temple du Ciel au sud-est de la place Tiananmen. Construit en 1420, ce monument sacré accueillait autrefois les rites et célébrations religieuses dirigées par l'empereur. Il pleut parfois en Chine, mais ici, les parapluies servent à se protéger du soleil. Nous voici dans un immense parc de 270 hectares. On pourrait croire que la superficie et la sérénité inspirées par les lieux apporteraient un contraste bienvenu avec la capitale grouillante d'activité, mais curieusement, les visiteurs sont encore une fois venus très nombreux et nous sommes même accueillis par des dizaines de Chinois pratiquant différentes disciplines comme le chant, la danse, la calligraphie ou encore le tai chi. En entrant par la porte sud, on découvre tout d'abord l'hôtel circulaire. Composé de 3 terrasses, il symbolise le ciel. Tout ici est proportionnel au chiffre 9, qui, rappelons-le, a une valeur symbolique. 9 cercles concentriques radient autour de la pierre centrale. Le premier est composé de 9 pierres et le dernier de 81 pierres, soit 9 x 9. Les marches qui permettent d'y accéder sont toujours par groupe de 9. Et l'hôtel est entouré de 360 balustres de marbre, soit 9 x 40. L'empereur venait y célébrer une cérémonie élaborée à partir d'offrandes d'animaux sacrifiés, d'alcool, de tablettes de jade et de soie, en faisant des prosternations toujours organisées autour du chiffre 9.
Plus au nord, nous rejoignons une enceinte de 65 mètres de diamètre. Ici, 2 bâtiments bordent la voûte céleste impériale. Celui à l'est est dédié au Yang, divinité du soleil, de l'étoile polaire et des planètes. Celui à l'est est dédié au Yin, divinité de la lune, des nuages et de la pluie. Après quelques minutes de queue et de bousculade aussi, nous accédons à la voûte céleste impériale. C'est dans cet édifice que les tablettes du ciel et des empereurs décédés étaient gardées. Il fut construit à la même époque que l'autel circulaire et dans les mêmes proportions que le temple de la prière. Pour nous y rendre justement, nous devons parcourir une bonne centaine de mètres en suivant les pas de l'empereur lui-même. À l'époque, le temple était interdit au peuple car il représentait une passerelle vers le monde céleste. L'empereur devait assister au moins à 3 cérémonies par an. Les plus importantes étaient celle du solstice d'hiver, celle de la première lune de l'année et celle du mois de juin afin de prier pour de bonnes récoltes. À l'extérieur, au milieu de l'escalier, 3 pierres représentent les nuages, le phénix et le dragon. À l'intérieur, la décoration symbolise les 4 saisons, les 12 mois de l'année, les divisions d'une journée et enfin les 28 constellations. Avec sa photo sur tous les guides, le Temple du Ciel est devenu le symbole de la Chine touristique. Pour nous, il marque la fin d'un très beau voyage soutenu, intense et dépaysant à souhait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous en avons plein d'autres.